La domestique du millionnaire a trouvé une photo dans sa chambre qui l'a bouleversée. Le portrait était celui de sa mère. Claire Dupont se leva chaque matin avant l'aube, quand le silence règne encore sur les collines verdoyantes de la région lyonnaise. Elle ouvre les volets de sa petite chambre mansardée au sommet de l'aile ouest de la propriété, respire l'air humide et frais et prend quelques instants pour observer les rangées infinies de vignes qui s'étendent à perte de vue. Ce paysage, aussi beau qu'étrange pour une fille de la campagne normande, est devenu son nouveau décor quotidien. Cela faisait 3 semaines qu'elle avait commencé à travailler comme employée de maison dans cette immense demeure appartenant à Marc Lemaître, un homme aussi riche que discret, connu dans toute la région pour ses affaires dans l'industrie viticole. Claire n'avait que 22 ans, mais portait déjà sur ses épaules le poids d'une vie de responsabilité. Issue d'un milieu modeste, elle avait grandi seule avec sa mère, Hélène, dans un petit village non loin de Caen. Après avoir enchaîné divers emplois précaires, elle avait fini par accepter ce poste à Lyon, bien qu'il l'éloigne de sa mère malade. Son objectif était clair, économiser assez d'argent pour payer des soins de meilleure qualité à Hélène et un jour reprendre ses études interrompues en soins infirmiers. La perspective de vivre dans un environnement aussi raffiné l'avait d'abord intimidée, mais elle s'était vite adaptée, déterminée à ne laisser passer aucune occasion. La maison de Marc Lemaître n'était pas seulement grande, elle était impressionnante. Un mélange d'architecture classique française et de modernité discrète, avec des couloirs interminables, des plafonds ornés de fresques restaurées et une propreté irréprochable à maintenir chaque jour. L'équipe domestique était réduite. Une cuisinière d'âge mûr nommée Bernadette, un jardinier silencieux du nom de Julien et elle. Le reste du personnel n'était présent que ponctuellement, ce qui donnait à la demeure une atmosphère étrange, presque muséale. Marc, lui, passait la majorité de son temps enfermé dans son bureau ou en déplacement. Claire le croisait rarement, et lorsqu'ils se parlaient, c'était avec une politesse distante, presque mécanique. Il semblait porter le monde sur ses épaules, bien que ses traits soient encore jeunes. Elle l'avait deviné à peine plus âgé qu'elle, peut-être 30 ans, mais il dégageait une gravité peu commune pour son âge. Chaque jour, Claire se voyait assigner des tâches précises. Elle connaissait le protocole. Ne jamais entrer dans l'aile nord, ne jamais déplacer d'objets personnels et surtout, ne jamais poser de questions. Ce genre de règles, elle y était habituée. Mais il y avait dans cette maison quelque chose de plus difficile à ignorer. Un silence chargé, presque pesant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Elle avait remarqué que certaines portes étaient toujours verrouillées, notamment celle d'un grand bureau aux boiseries sombres, situé au fond d'un couloir peu fréquenté. Il lui semblait que c'était là que Marc passait le plus clair de son temps lorsqu'il était présent. Personne ne lui avait dit explicitement d'en rester éloigné, mais l'ordre était implicite. Ce matin-là, alors qu'elle terminait de nettoyer les verrières donnant sur la cour intérieure, Bernadette l'appela depuis la cuisine. « Claire, peux-tu t'occuper du bureau en face du salon ? Le maître de maison a laissé une note. Il souhaite que ce soit fait aujourd'hui. » Claire acquiesça, un peu surprise. Ce bureau faisait justement partie des pièces qu'elle n'avait encore jamais pénétrées. Elle traversa le couloir, sentit la fraîcheur différente de cette partie de la maison et ouvrit la porte doucement. L'intérieur était baigné d'une lumière tamisée, filtrée par d'épais rideaux de velours bordeaux. L'air y était immobile, presque solennel. Les meubles, d'un bois ancien et massif, étaient rangés avec une rigueur maniaque. Une grande bibliothèque couvrait l'un des murs, remplie d'ouvrages reliés en cuir. Sur le bureau central trônait un ensemble de plumes anciennes, à côté d'un encrier de cristal. Elle s'avança prudemment, commençant à dépoussiérer sans oser toucher au papier. Tout en nettoyant une étagère basse, son regard fut attiré par une petite commode, sur laquelle reposaient plusieurs cadres. Elle s'approcha, intriguée. La plupart contenaient des images de paysages viticoles, de médailles professionnelles ou de documents encadrés, mais l'un d'eux la figea. Un portrait en noir et blanc, ancien, représentant une jeune femme souriante, au regard doux et aux cheveux bouclés. Claire sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce visage. Elle le connaissait intimement. C'était celui de sa mère, Hélène, plus jeune, plus vive, mais indéniablement elle. Ce n'était pas possible. Que faisait cette photo ici? Pourquoi Marc Lemaître, un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques semaines, possédait-il un portrait intime de sa mère? Elle sentit ses mains trembler légèrement lorsqu'elle prit le cadre entre ses doigts. Derrière,
Une inscription en lettres cursives, presque effacée par le temps, était visible. Une dédicace. Mais elle n'osa pas la lire tout de suite. Son esprit tourbillonnait. Était-ce un hasard? Un malentendu? Ou bien cette découverte venait-elle d'ouvrir une porte qu'il aurait mieux valu laisser fermer? Elle reposa le cadre, tentant de reprendre son calme, mais quelque chose en elle venait de changer. Un doute insidieux s'était immiscé dans son esprit. Une question muette mais obsédante. Ce travail qu'elle croyait banal, ce quotidien qu'elle pensait maîtriser, prenait soudain une dimension bien plus complexe, presque irréelle. La maison n'était plus seulement celle d'un employeur taciturne. Elle devenait le théâtre d'un mystère personnel, intime, profond. À partir de ce moment précis, Claire ne regarda plus la demeure de Marc Lemaître avec les mêmes yeux. Chaque recoin, chaque objet, chaque silence prenait une signification différente. Elle sentait confusément que cette photo n'était que le début d'une vérité bien plus grande. Une vérité dont elle ignorait encore la nature, mais qu'elle se savait incapable d'ignorer désormais. Le lendemain matin, le calme habituel de la maison pesait un peu plus lourd sur les épaules de Claire. Malgré l'apparence de normalité, elle sentait en elle un bouleversement profond. Toute la nuit, elle avait tourné et retourné dans son lit, ruminant ce qu'elle avait vu. Le portrait de sa mère, là, dans cette pièce interdite, conservée avec soin dans un cadre d'argent, n'était pas un hasard. Elle en était désormais convaincue. Il y avait dans ce simple objet une vérité enfouie, quelque chose que personne ne lui avait jamais dit et qui liait, d'une manière ou d'une autre, sa propre histoire à celle de Marc Lemaître. Cette idée la hantait plus que de raison. Elle tenta tant bien que mal de se concentrer sur ses tâches habituelles, nettoyer la vaisselle du petit déjeuner, inspecter les rideaux du salon pour y enlever la poussière, vérifier l'état des plantes du couloir principal. Elle agissait mécaniquement, sans vraiment être présente. Chaque fois qu'elle passait à proximité de l'aile nord, là où se trouvait le bureau dans lequel elle avait découvert la photo, son cœur s'accélérait. Elle jetait des regards furtifs, presque coupables, espérant ne pas croiser Marc. Pourtant, une part d'elle-même brûlait de retourner dans cette pièce, d'observer encore une fois le cadre, d'étudier plus attentivement l'écriture au dos, de chercher d'autres indices. L'occasion ne tarda pas à se représenter. Dans l'après-midi, alors que Bernadette était sortie faire des courses et que Marc était parti pour un rendez-vous en ville, la maison tomba dans un silence presque absolu. Claire attendit quelques minutes, s'assurant que personne ne la verrait, puis se dirigea rapidement vers le bureau. Elle ouvrit la porte doucement, referma derrière elle et s'approcha de la commode. Le cadre était toujours là, posé exactement comme elle l'avait laissé. D'un geste précautionneux, elle le prit entre ses mains et retourna la photo. Cette fois, elle prit le temps de lire la dédicace. Les lettres étaient légèrement estompées, mais suffisamment lisibles. Il y était écrit d'une écriture féminine et soignée « Pour mon cher fils Marc, avec tout l'amour de ta mère, Hélène ». Le monde sembla vaciller sous ses pieds. Son souffle se coupa, ses jambes faillirent flancher. C'était sa mère. Il n'y avait plus de doute possible. Cette écriture, elle l'avait vue toute sa vie, sur les cartes d'anniversaire, les petits mots laissés sur la table de la cuisine, les lettres envoyées quand elle travaillait loin de la maison. C'était bien elle. Et cette phrase, cette déclaration directe, ne pouvait pas être interprétée autrement. Sa mère appelait Marc son fils. Claire sentit une boule d'angoisse lui monter à la gorge. Rien dans sa vie ne l'avait préparée à une telle révélation. Elle n'avait jamais entendu sa mère parler d'un autre enfant, jamais un mot, jamais une allusion. Pourtant, là, sous ses yeux, se trouvait la preuve tangible qu'elle avait eu un fils avant elle. Et que ce fils, contre toute attente, n'était autre que Marc Lemaître, son employeur, cet homme énigmatique à la fortune colossale. Elle reposa la photo avec une infinie précaution, puis quitta la pièce en tremblant. Dans le couloir, elle s'adossa contre le mur, le regard perdu. Chaque minute qui passait renforçait son vertige. Si Marc était réellement le fils d'Hélène, alors cela signifiait que lui et elle étaient frères et sœurs. Cette pensée la frappa de plein fouet. Un lien de sang entre eux. Comment était-ce possible? Pourquoi sa mère n'avait-elle jamais rien dit? Avait-elle honte de ce passé? Était-ce un secret trop douloureux pour être partagé? Le reste de la journée se déroula dans un état de flottement total. Claire accomplissait ses tâches comme une somnambule, répondait distraitement aux questions de Bernadette, évitait soigneusement toute interaction avec Marc. Elle avait besoin de réponses, de clarté,
d'une vérité que seule sa mère pouvait lui offrir. Le lendemain étant un samedi, jour où elle avait habituellement congé, elle décida sur un coup de tête de prendre le train pour la Normandie. Elle devait parler à Hélène, la confronter, comprendre ce qui s'était réellement passé. Le mystère ne pouvait plus durer. Il y avait dans cette photo une blessure ancienne, une faille familiale qu'elle ne pouvait plus ignorer. Assise dans le train matinal, elle observait le paysage défiler sans vraiment le voir. Les souvenirs de son enfance défilaient en elle avec autant de vitesse que les arbres par la fenêtre. Avait-elle été aveugle? Avait-elle raté des signes? Elle repensa à toutes les fois où sa mère semblait triste sans raison, à ces silences soudains lorsqu'on lui posait des questions sur sa jeunesse, à cette mélancolie qui semblait l'habiter même dans les moments de bonheur. Peut-être qu'elle avait toujours porté ce secret en elle, seule, sans personne pour la consoler. Lorsque Claire arriva enfin au petit appartement où vivait sa mère, elle était nerveuse mais déterminée. Elle entra doucement, trouva Hélène assise dans le salon, tricotant, comme souvent. À sa vue, la vieille femme sourit, surprise mais ravie. « Tu es venue sans prévenir, ma chérie. Tout va bien ?» Claire s'assit face à elle, prenant ses mains dans les siennes. Elle les sentit froides, fragiles, marquées par les années. « Maman, il faut qu'on parle. » Le sourire d'Hélène s'effaça lentement. Elle comprit immédiatement que quelque chose de grave se jouait. Claire sortit de son sac une copie de la photo qu'elle avait discrètement prise avec son téléphone. Elle la montra à sa mère sans un mot. Hélène resta figée. Son regard se brouilla. Elle reconnut immédiatement l'image. Les secondes passèrent, lourdes. Puis, d'une voix brisée, elle murmura « Où as-tu trouvé ça ?» Claire lui répondit calmement, mais avec fermeté « Dans le bureau de Marc Lemaître, dans la maison où je travaille. Maman, pourquoi est-ce que tu es sur cette photo et pourquoi est-ce que tu l'as dédiée à ton fils, Marc ?» Hélène ferma les yeux. Des larmes glissèrent sur ses joues. Elle ne chercha pas à nier. Elle ne feignit pas la surprise. Elle resta là, silencieuse, vaincue par un passé qu'elle avait tenté d'enterrer. Claire comprit alors que ce qu'elle s'apprêtait à entendre allait changer sa vie à jamais, et que la vérité, aussi déchirante soit-elle, était désormais inévitable. Le silence qui suivit la révélation fut long et pesant. Hélène, le visage pâle, restait immobile, ses mains serrées sur le bras du fauteuil comme pour s'ancrer à la réalité. Claire, en face d'elle, la fixait avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Aucun mot ne semblait suffisant pour commencer. La photographie, désormais posée entre elles sur la table basse, était comme un miroir brisé révélant des fragments d'un passé jusqu'ici dissimulé. C'est Hélène qui rompit le silence, d'une voix basse, à peine audible, comme si elle avait besoin de s'entendre pour croire ce qu'elle s'apprêtait à dire. Elle murmura « Il s'appelait Marc ». Claire sentit son cœur se contracter. Ce simple nom, prononcé avec une telle douceur et une telle douleur, résonna en elle comme une confirmation glaçante. Elle répéta machinalement « Marc ?» Sa mère hocha lentement la tête, le regard toujours fuyant. Hélène commença alors à raconter, sa voix chevrotante, sa respiration entrecoupée d'émotions qu'elle n'avait plus laissé remonter depuis des décennies. Elle parla d'un temps lointain, d'un été en Provence, d'un amour interdit. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle rencontra Paul Lemaître, le fils unique d'une famille bourgeoise installée à Avignon. Lui avait 25 ans, une carrière toute tracée dans le domaine vinicole, une réputation à préserver. Ils s'étaient aimés avec la passion de ceux qui pensent défier le monde, mais leur union ne fut jamais acceptée par la famille de Paul, qui voyait en Hélène une fille sans rang, sans fortune, une tache sur le nom qu'ils avaient mis des générations à bâtir. Lorsque Hélène tomba enceinte, les choses dégénérèrent. Paul tenta de s'opposer à ses parents, mais leur pression fut implacable. Ils exigèrent que l'enfant, dès sa naissance, soit retiré à la mère et élevé dans la lignée familiale, loin de toute influence jugée indigne. Claire, les yeux écarquillés, écoutait chaque mot comme si elle découvrait pour la première fois la personne qui l'avait élevée. Sa mère, cette femme forte et discrète, portait en elle une tragédie qu'elle avait toujours gardée enfouie. Hélène expliqua qu'après la naissance, elle n'avait eu que quelques heures avec son fils. Elle l'avait nommé Marc, mais ce furent les grands-parents paternels qui enregistrèrent l'enfant à l'état civil, sans jamais lui laisser le droit de le revoir. Peu après, Paul fut envoyé à l'étranger pour affaires et elle n'eut plus jamais de nouvelles. Brisée, humiliée, elle retourna dans sa ville natale en Normandie, où elle tenta de reconstruire sa vie. Des années plus tard, Claire naquit d'une autre union,
brèves, avec un homme qui les abandonna rapidement. Hélène décida alors de tout consacrer à sa fille, gardant enfoui le secret de ce premier enfant arraché, incapable d'en parler, même dans les moments de confidence. Lorsque Claire entendit cela, elle eut la sensation que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle comprenait enfin l'origine de cette tristesse latente qu'elle avait toujours perçue chez sa mère, cette mélancolie qu'aucun événement heureux ne semblait jamais pouvoir effacer complètement. Mais une question brûlait désormais ses lèvres, une interrogation dont la réponse pouvait tout faire basculer. Elle demanda « Maman, ce Marc, est-ce que tu sais ce qu'il est devenu? Est-ce que tu as essayé de le retrouver ?» Hélène secoua doucement la tête. Elle expliqua qu'à l'époque, elle n'avait ni les moyens, ni les ressources, ni même le droit légal de chercher son fils. On lui avait dit qu'il avait été emmené à l'étranger, peut-être en Suisse, peut-être au Canada. Rien n'était clair. Elle avait tenté quelques démarches discrètes au fil des ans, mais toujours sans succès. Le silence des Lemaître avait été total, hermétique, comme une muraille infranchissable. Claire se leva et fit quelques pas dans la pièce. Tout en elle bouillonnait. Chaque pièce du puzzle semblait s'assembler d'elle-même. Le nom, la photo, la dédicace, la position sociale, l'âge de Marc, tout concordait. Ce Marc qu'elle avait côtoyé depuis plusieurs semaines, qu'elle avait observé avec méfiance, avec distance, avec curiosité parfois, était bien plus qu'un employeur. Il était, sans le savoir, son demi-frère. La réalité de cette pensée la frappa, avec une violence inattendue. Elle pensa à ses regards, à ses silences, à cette solitude qu'il portait comme un fardeau. Elle pensa à sa propre vie, à ses efforts pour sortir de la précarité, à ses rêves simples et à ce lien invisible qui avait guidé ses pas jusqu'à cette maison. Était-ce le destin, une coïncidence ou quelque chose de plus profond? Sa mère, toujours assise, pleurait silencieusement. Claire retourna près d'elle et la prit dans ses bras. Aucun mot ne pouvait exprimer ce mélange de douleur, de compassion et de stupeur qu'elle partageait à cet instant. L'intimité entre elles venait de changer de nature. Elles n'étaient plus seulement mère et fille. Elles étaient les survivantes d'une histoire familiale déchirée, les seules détentrices d'une vérité longtemps oubliée. Claire savait qu'elle ne pourrait pas garder cela pour elle. Elle devait retourner à Lyon, affronter Marc et comprendre ce qu'il savait. Peut-être ignorait-il tout. Peut-être avait-il lui aussi cherché des réponses. Une chose était certaine, il était temps de faire la lumière sur ce passé. Les ombres ne pouvaient plus continuer à dicter leur histoire. Il fallait maintenant aller à la rencontre de cette vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le voyage de retour vers Lyon fut l'un des plus longs de la vie de Claire. Non pas en termes de distance, mais de poids émotionnel. Les paysages défilaient par la fenêtre sans qu'elle y prête attention, perdue dans le tourbillon de pensées qui la traversait. Chaque mot de sa mère résonnait encore dans sa tête. Chaque fragment du récit qu'elle venait de découvrir s'entremêlait avec ses souvenirs récents à la maison Lemaître. Le puzzle prenait forme, douloureusement cohérent. Elle était la sœur de Marc. Cette vérité aussi bouleversante qu'improbable changeait tout. Pourtant, Claire ne ressentait pas de colère. Ce qui dominait en elle, c'était une forme de vide mêlée à une urgence, celle de comprendre ce que Marc savait de tout cela, s'il connaissait lui aussi ce passé, ou s'il vivait encore dans l'ignorance totale de son origine. Le lendemain matin, Claire se leva avec la ferme intention de reprendre sa routine, comme si de rien n'était, du moins en apparence. Elle avait besoin de temps pour observer Marc, pour déceler dans son comportement le moindre indice qui trahirait une connaissance partagée de leur lien. Elle retourna à ses tâches habituelles avec une concentration nouvelle. Chaque geste, chaque recoin nettoyé, chaque parole échangée avec Bernadette ou Julien, le jardinier, semblait désormais porter une double signification. L'ambiance dans la maison, déjà empreinte de silence et de retenue, lui paraissait plus lourde encore. Claire tentait de repérer dans les objets autour d'elle d'autres traces du passé, mais rien ne semblait aussi explicite que cette photographie dans le bureau interdit. Lorsque Marc rentra ce soir-là d'un rendez-vous professionnel, il salua brièvement Claire comme à son habitude. Il lui adressa un regard neutre, professionnel, mais dans ce regard, elle chercha quelque chose de plus. Une hésitation, une gêne, une reconnaissance même imperceptible. Rien. Il semblait égal à lui-même, calme, distant, absorbé par ses pensées. Claire se demanda si cette froideur n'était pas, en réalité, une forme de protection,
un masque qu'il avait appris à porter depuis toujours. Peut-être que, comme elle, il vivait dans l'ombre d'un manque qu'il n'avait jamais su nommer. Les jours suivants, elle observa avec une minutie silencieuse. Elle remarqua que Marc passait chaque soir plusieurs minutes dans le bureau, toujours seul, toujours à la même heure. Un soir, prise d'une impulsion qu'elle ne sut expliquer, elle s'approcha de la porte entr'ouverte discrètement. Elle vit Marc assis à son bureau, penché sur un cahier jauni. Il tournait les pages avec lenteur, comme s'il relisait une mémoire douloureuse. Sur la table, la fameuse photo était là, posée devant lui. Il la contemplait longuement, ses doigts effleurant le cadre avec une tendresse palpable. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Il la connaissait. Ou à tout le moins, il cherchait à la connaître. Ce simple geste, ce regard chargé de tristesse, en disait plus que 1000 mots. Il ne s'agissait pas d'un souvenir quelconque, mais d'un lien perdu, d'une origine jamais totalement oubliée. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Elle repensa à sa mère, à son récit, à la douleur que cette séparation forcée avait laissée. Hélène, dans sa confession, n'avait pas versé de larmes pour elle-même, mais pour l'enfant qu'on lui avait enlevé. Claire, en l'écoutant, avait senti la profondeur de ce vide. Et maintenant, en observant Marc, elle percevait ce même vide dans ses gestes, dans sa solitude. Le lien était là, douloureux, fragile, mais indéniable. Elle ne savait pas encore comment l'aborder, comment lui parler, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus faire semblant. Il fallait qu'ils affrontent cette vérité ensemble. Le matin suivant, alors que Claire préparait la table du petit déjeuner dans la véranda, Marc entra plus tôt que d'habitude. Il semblait préoccupé, mais moins distant. Il la remercia pour son travail, lui demanda comment elle allait. Ce simple échange, bien que formel, lui donna l'élan qu'il lui manquait. Elle répondit poliment, puis d'une voix hésitante demanda « Monsieur le maître, est-ce que je peux vous poser une question ?» Il la regarda avec un léger étonnement, mais hocha la tête. Claire, les mains légèrement tremblantes, se lança. « La photo que vous avez dans votre bureau, la femme dessus, c'est Hélène, n'est-ce pas ?» Il se figea. Le silence s'étira. Il baissa les yeux, puis répondit lentement « Oui ». Il n'ajouta rien. Claire sentit que ce simple mot venait d'ouvrir une brèche. Elle décida de ne pas en dire plus ce jour-là. Le silence de Marc en disait long. Il savait, au moins en partie. Il connaissait son prénom. Il avait conservé la photo. Il la regardait comme on regarde un fantôme aimé. Mais ce qu'il savait exactement, elle l'ignorait encore. Elle préféra attendre. Il fallait que cela vienne de lui, que lui aussi ait le courage de mettre des mots sur ce passé. Peut-être avait-il lui aussi tenté de retrouver cette mère disparue. Peut-être s'était-il heurté au même silence, aux mêmes absences. Claire, en l'observant s'éloigner, sentit que le moment viendrait bientôt. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il avait répondu, trahissait une faille prête à se rouvrir. Ce jour-là, elle écrivit une longue lettre à sa mère. Elle lui raconta tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle soupçonnait. Elle lui dit que Marc savait quelque chose, qu'il n'était pas indifférent à cette photo, qu'il la regardait avec un mélange de douleur et de tendresse. Elle lui parla aussi de son propre bouleversement, de cette étrange sensation d'avoir toujours été attirée vers cette maison sans en comprendre la raison. Elle demanda à Hélène si elle voulait, un jour, le revoir. La réponse, elle le savait, ne serait pas simple. Il y avait la peur, la honte peut-être, mais aussi cette profonde blessure qui demandait encore à guérir. En déposant la lettre à la poste le soir même, Claire sentit que le cours de sa vie venait de prendre une tournure irréversible. Rien ne serait plus jamais comme avant. Elle ne pouvait pas prédire ce que Marc ferait de cette vérité, ni même si Hélène trouverait la force de faire face à son fils perdu. Mais elle savait une chose, il était temps d'arrêter de fuir. Le passé les avait tous rattrapés, et désormais chacun devait choisir ce qu'il ferait de cette vérité retrouvée. Depuis la révélation de sa mère, Claire vivait dans une sorte de vertige permanent. Chaque jour à la maison, le maître lui paraissait différent, comme si l'air lui-même avait changé. Elle regardait Marc avec des yeux neufs, attentive aux moindres détails, à la plus petite nuance de son comportement. Elle essayait d'y déceler des signes, des indices, peut-être des échos d'une vérité qu'ils portaient tous deux dans leur sang sans encore la nommer. Tout ce qu'elle avait appris pesait sur elle comme un secret trop lourd à porter seule. Et pourtant, elle n'était pas prête à le lui dire. Pas encore. Il fallait d'abord comprendre s'il savait ou s'il vivait depuis toujours dans l'ignorance de son passé.
Les journées s'étiraient lentement dans un mélange d'angoisse et de curiosité. Marc restait fidèle à lui-même, distant, méthodique, silencieux. Il travaillait souvent tard le soir, passant des heures enfermé dans son bureau ou au téléphone avec des partenaires étrangers. Sa rigueur imposait le respect, mais quelque chose dans ses gestes trahissait une fatigue intérieure, un vide que même la réussite ne comblait pas. Claire l'observait discrètement, tout en accomplissant ses tâches. Elle connaissait désormais ses habitudes. Le café fort pris sans sucre à 7 heures du matin, la promenade dans les vignes chaque dimanche, les rares sourires qu'il adressait à Bernadette lorsqu'elle lui servait un plat qu'il aimait. Ce qui autrefois lui paraissait banal, lui semblait désormais chargé de sens. Il n'était plus seulement un employeur, mais un frère qu'elle découvrait à son insu. Chaque fois qu'elle le croisait, son cœur battait plus vite. Elle se sentait tiraillée entre le devoir de vérité et la peur de tout bouleverser. Comment lui dire que la femme sur cette photo était sa mère à elle aussi? Comment lui expliquer qu'ils partageaient la même origine, la même blessure, le même abandon? Elle craignait sa réaction, redoutait qu'il ne la prenne pas au sérieux, ou pire, qu'il la rejette. Il appartenait à un monde si différent du sien, celui des domaines viticoles prospères, des dîners d'affaires, des contrats internationaux. Elle, simple employée, fille d'une femme modeste, n'était qu'une ombre discrète dans les couloirs de sa demeure. Pourtant, le destin avait tissé entre eux un lien que rien ne pouvait effacer. Un soir d'automne, alors que la pluie frappait les vitres du grand salon, Claire décida de mettre de l'ordre dans les papiers de la bibliothèque. Marc était sorti depuis l'après-midi pour une dégustation professionnelle. Tandis qu'elle rangeait, elle découvrit un tiroir entrouvert dans un meuble ancien. Par curiosité, elle l'ouvrit et découvrit plusieurs enveloppes soigneusement attachées par un ruban. Certaines étaient jaunies par le temps. Elle hésita, puis en prit une. À l'intérieur, il y avait des lettres écrites de la main de Marc. L'une d'elles attira son attention. Elle était adressée à maman. Les mots n'avaient jamais été envoyés. Claire lut à voix basse quelques lignes, le cœur battant. Marc y écrivait qu'il avait toujours ressenti un manque, qu'il avait cherché à comprendre d'où il venait, mais que personne dans la famille ne lui avait jamais rien dit. Il disait aussi qu'il avait le sentiment qu'on lui avait volé quelque chose, une présence, un amour, un visage. Ces lettres, pleines d'une sincérité désarmante, révélaient un homme blessé par l'absence. En refermant le tiroir, Claire sentit ses yeux s'embuer. Marc portait en lui la même douleur que leur mère, sans savoir qu'ils partagèrent la même source. Elle comprit qu'il n'était pas simplement un homme froid et distant, mais un être égaré dans sa propre histoire. Cette découverte la toucha profondément. Elle prit la décision d'en parler à sa mère. Le soir même, elle écrivit une longue lettre à Hélène, lui racontant ce qu'elle avait trouvé, la décrivant avec précision, et lui demandant si elle souhaitait que la vérité soit révélée. La réponse arriva quelques jours plus tard. Hélène écrivait d'une main tremblante mais déterminée. Elle disait qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer ce fils perdu, mais qu'elle craignait que sa réapparition ne réveille des blessures trop profondes. Pourtant, elle ajoutait que si Marc savait enfin la vérité, cela pourrait peut-être apaiser leurs âmes. « Tu dois suivre ton cœur, ma fille », écrivait-elle. « Le sang ne ment jamais, mais il faut savoir quand le silence doit céder à la vérité. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Claire. Elle comprit que le moment approchait. Elle devait parler à Marc, mais elle devait le faire avec précaution. Elle devait d'abord s'assurer qu'il accepterait de l'écouter. Pendant plusieurs jours, elle prépara mentalement ce qu'elle allait lui dire. Mais avant de le confronter, elle voulut chercher une preuve irréfutable, quelque chose qui ne laisserait aucun doute. Elle prit rendez-vous dans un laboratoire privé de Lyon pour effectuer un test de parenté, dans la discrétion la plus totale. Elle réussit à obtenir un échantillon de cheveux de Marc, tombé sur le col d'une veste qu'elle nettoyait. Ce geste la troubla profondément. Elle se sentait coupable, intrusive, mais elle avait besoin de certitude avant d'affronter la vérité. Les jours d'attente furent interminables. Chaque matin, elle jetait un coup d'œil anxieux à la boîte aux lettres, redoutant autant la confirmation que le doute. Pendant ce temps, Marc continuait à vivre comme si de rien n'était. Pourtant, Claire sentait qu'il percevait son trouble. Il la regardait parfois avec une attention nouvelle, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'elle cachait. Une tension silencieuse s'installa entre eux, faite d'interrogations muettes et de gestes retenus. Enfin, un matin, la lettre arriva. L'enveloppe portait le logo du laboratoire. Claire la serra dans ses mains tremblantes.
incapable de l'ouvrir tout de suite. Elle attendit la nuit pour le faire, seule dans sa chambre. Les lignes imprimées semblaient danser sous ses yeux, mais la conclusion était claire, indiscutable. La compatibilité génétique était totale. Marc Lemaître était bien son frère. Le choc fut si intense qu'elle resta longtemps sans bouger, incapable de pleurer. Ce qu'elle savait désormais dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Ce n'était plus une simple ressemblance ou un soupçon, mais une vérité scientifique, gravée dans leur chair. Elle pensa à sa mère, à la douleur d'avoir été séparée de son fils et à Marc, qui ignorait encore que la jeune employée de maison partageait avec lui le même sang. Le destin avait réuni ce frère et cette sœur sous le même toit, après tant d'années d'ignorance et de solitude. Claire comprit que le moment était venu. Le secret ne pouvait plus rester enfoui. La vérité était désormais une nécessité, un devoir, une réconciliation à accomplir. Elle se promit qu'elle trouverait la manière juste, humaine, d'en parler à Marc. Car derrière la peur et l'incertitude, elle sentait grandir une force nouvelle, celle du lien retrouvé, indestructible, que ni le temps ni les mensonges n'avaient pu effacer. Ce matin-là, l'air de la maison semblait plus lourd que d'habitude. Le ciel était couvert, un vent d'automne traversait les vitres et l'odeur de la pluie emplissait les couloirs silencieux. Claire se sentait nerveuse, consciente que la vérité qu'elle portait désormais ne pouvait rester enfouie plus longtemps. Depuis qu'elle avait reçu les résultats du test, elle vivait dans une tension constante, oscillant entre soulagement et peur. Le secret brûlait dans sa poitrine, prêt à éclater. Chaque regard échangé avec Marc la plongeait dans une confusion grandissante. Il y avait dans ses yeux une intensité nouvelle, une curiosité presque inquiète. Peut-être avait-il senti que quelque chose en elle avait changé, que son attitude n'était plus celle d'une simple employée. Ce soir-là, Marc rentra plus tôt que prévu. Claire, surprise, rangeait encore le grand bureau, comme elle le faisait chaque jeudi. Elle entendit ses pas derrière elle, puis sa voix calme mais ferme. « Vous êtes encore ici à cette heure, Claire ?» Elle se retourna, nerveuse, un chiffon à la main. Il avança, observant la pièce avec son habituelle attention méticuleuse. Son regard s'arrêta sur la commode où se trouvait la photo d'Hélène. Claire sentit son cœur battre plus vite. Elle voulut détourner les yeux, mais il remarqua aussitôt son trouble. « Vous la connaissez, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix plus douce. Elle resta muette. Il fit un pas de plus, saisit le cadre et le posa sur le bureau. « Vous avez déjà vu cette femme. Cela se voit dans vos yeux. Qui est-elle pour vous ?» Les mots sortirent d'eux-mêmes, sans qu'elle ait le temps de réfléchir. « C'est ma mère. » Le silence qui suivit fut presque palpable. Marc resta immobile, les traits figés, le regard vide, comme s'il venait d'être frappé de plein fouet par une évidence qu'il refusait de voir jusqu'alors. « Votre mère ?» répéta-t-il lentement, comme s'il goûtait la phrase, incapable d'en saisir toute la portée. Claire acquiesça, la gorge serrée. Elle s'approcha timidement du bureau, posa une main tremblante sur la photo. « Oui, elle s'appelle Hélène Dupont. Et elle m'a dit qu'elle avait eu un fils avant moi, un fils qu'on lui a pris. » Marc s'assit, abattu, les mains jointes devant lui. Un long soupir s'échappa de ses lèvres. « Hélène Dupont » murmura-t-il. « Ce nom, je l'ai lu des centaines de fois. » Claire fronça les sourcils, ne comprenant pas. Il se leva, marcha jusqu'à une bibliothèque encastrée dans le mur, en tira une boîte en bois. Il l'ouvrit avec précaution et la posa sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des lettres jaunies, des coupures de journaux, des notes personnelles. Claire les regarda avec étonnement. « J'ai cherché cette femme toute ma vie, » dit-il d'une voix tremblante. « On m'a dit que ma mère était morte quand j'étais enfant. Mais je n'y ai jamais cru. Mon père m'a toujours caché la vérité. Tout ce que j'ai trouvé, c'est ce nom, Hélène Dupont, et cette photo que j'ai récupérée dans les affaires de ma grand-mère après sa mort. » Il sortit l'une des lettres et la tendit à Claire. L'écriture y était fine, féminine, empreinte d'émotion. « C'est la seule trace que j'ai trouvée d'elle, » expliqua-t-il. « Une lettre qu'elle n'a jamais pu m'envoyer. Je l'ai lue des dizaines de fois, sans jamais comprendre pourquoi elle n'avait pas pu rester avec moi. » Claire reconnut aussitôt la calligraphie de sa mère, celle qu'elle avait toujours vue sur les cartes d'anniversaire et les notes laissées sur la table de la cuisine. L'émotion l'envahit, irrépressible. Marc la regardait, le visage décomposé, comme s'il voyait le passé se recomposer sous ses yeux. Pendant plusieurs minutes, aucun des deux ne parla. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans le silence, implacable. Marc finit par se lever et fit quelques pas vers la fenêtre. « Toute ma vie, j'ai senti un vide que rien ne pouvait combler.
dit-il d'une voix cassée. J'ai grandi entouré de privilèges, d'éducation, d'argent, mais sans amour véritable. On me disait que ma mère m'avait abandonné, que j'étais un lemaître et que je devais m'en montrer digne, mais au fond de moi, j'ai toujours su que ce n'était pas la vérité. Il se retourna vers Claire. Et maintenant, vous me dites que cette femme vit encore. Elle hocha lentement la tête. Oui, elle vit encore. Elle est malade, mais elle vit. Et elle se souvient de vous, Marc. Elle ne vous a jamais oublié. Il passa une main sur son visage, submergé par l'émotion. Ses yeux brillaient d'un éclat mêlé de douleur et d'incrédulité. « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais cherché ?» demanda-t-il, presque dans un murmure. Claire hésita, puis répondit doucement. « Elle a essayé, mais on lui a fait croire que vous aviez quitté le pays, que vous étiez perdu à jamais. Elle a vécu avec ce manque, comme vous. » Marc resta un moment silencieux, puis s'assit à nouveau. « J'ai besoin de preuves, » dit-il enfin. « J'ai besoin de savoir. Si c'est vrai, si ce que vous dites est réel, alors... » Il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Claire comprit. Elle sortit lentement une enveloppe de sa poche. C'était le résultat du test qu'elle avait fait. Elle la posa sur le bureau, entre eux. « Je m'en suis assurée, dit-elle simplement. Nous partageons le même sang. Vous êtes mon frère. » Marc ouvrit l'enveloppe avec des gestes hésitants. Il lut les documents sans un mot, les yeux parcourant les chiffres et les termes scientifiques, puis il posa la feuille sur le bureau. Il ne dit rien pendant un long moment. Ses mains tremblaient légèrement. Lorsqu'il releva les yeux vers Claire, son regard n'était plus celui d'un employeur, mais celui d'un homme ébranlé, face à une vérité qu'il avait attendue toute sa vie. « J'ai passé des années à chercher des réponses, et elles étaient là, dans ma propre maison, » dit-il d'une voix rauque. Ils restèrent face à face, le silence empli d'une intensité nouvelle. Aucun mot ne pouvait exprimer le mélange d'émotions qui les traversait. Marc se leva lentement et s'approcha de Claire. Il posa une main sur son épaule avec une douceur inattendue. « Merci », dit-il simplement. Elle sentit qu'il mesurait tout le poids de ce mot. Derrière cette gratitude se cachait la reconnaissance d'une vie retrouvée, d'un passé enfin éclairé et d'un lien que rien ne pourrait plus briser. Cette nuit-là, la maison sembla différente. Les murs eux-mêmes paraissaient respirer. Claire retourna dans sa chambre, épuisée, mais soulagée. Elle savait que la route vers la réconciliation serait longue. Pourtant, pour la première fois, elle se sentit à sa place. Dans cette demeure où elle n'était autrefois qu'une employée, elle avait désormais trouvé bien plus, une vérité, une famille, un frère. Les jours qui suivirent la révélation furent empreints d'un silence étrange. La maison semblait retenue dans une respiration suspendue, comme si les murs eux-mêmes tentaient d'assimiler ce qui venait de se produire. Marc et Claire, désormais liés par un secret immense, évoluaient côte à côte dans une proximité nouvelle, mais prudente. Ils parlaient peu, mais leur silence était lourd de pensées partagées. Le choc initial avait laissé place à une incertitude profonde. Chacun d'eux devait apprivoiser cette vérité, la comprendre, l'accepter. Marc, d'ordinaire si méthodique et sûr de lui, paraissait désormais perdu. Claire le voyait errer dans le jardin ou dans la bibliothèque, comme un homme cherchant des repères. Il s'absentait souvent, revenait les traits tirés, sans donner d'explication. Un soir, elle le trouva assis dans la véranda, un verre de vin à la main, fixant le crépuscule sans le voir. Elle s'approcha, s'assit en silence à ses côtés. Après un long moment, il parla enfin. « Tu comprends que tout ce que je croyais savoir sur ma vie s'effondre, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, grave. « On m'a bâti une existence sur un mensonge. On m'a volé ma mère. Et maintenant ?» Il se tourna vers elle, la regardant avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. « Maintenant, je découvre que j'ai une sœur que j'ignorais. » Claire hocha lentement la tête. Elle comprenait trop bien cette sensation de vertige, ce mélange de douleur et d'émerveillement. Elle voulut dire quelque chose, mais il la devança. « Je ne sais pas si je dois être reconnaissant ou en colère. J'ai l'impression que toute mon identité s'est fissurée. » Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Ce n'est pas une destruction, Marc. C'est une reconstruction. Tu n'as rien perdu, tu as retrouvé une partie de toi. » Il resta silencieux, les yeux fixés sur le ciel. Puis il soupira. « Peut-être, mais je ne sais pas si j'ai la force de la revoir. Si elle m'a abandonné, même contre sa volonté, comment pourrais-je lui pardonner ?» Ces mots poignèrent Claire. Elle savait combien sa mère avait souffert, combien cette séparation avait été imposée. Pourtant, elle comprenait aussi la blessure de Marc.
Il n'avait connu que la version tronquée, celle d'un enfant abandonné par une mère invisible. La réconciliation semblait à la fois nécessaire et terriblement fragile. Claire se promit de ne rien précipiter. Il fallait laisser à chacun le temps d'apprivoiser l'idée, de panser les blessures avant de rouvrir la plaie. Dans les jours suivants, elle chercha à créer un espace de confiance. Elle resta auprès de Marc, non plus comme une employée, mais comme une sœur discrète, attentive. Ils partageaient désormais certains repas ensemble. Il lui racontait des fragments de son enfance, des souvenirs d'école, de voyage, de solitude aussi. Elle écoutait sans interrompre, retenant ses larmes chaque fois qu'il évoquait cette impression constante de manque, ce vide qu'il n'avait jamais su combler. Lorsqu'il riait, c'était rare, mais sincère, et Claire se surprenait à découvrir chez lui une douceur insoupçonnée. Un soir, Marc proposa de dîner avec elle dans le grand salon, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. La table était dressée simplement, sans faste. Pendant le repas, il lui parla de l'idée d'un test officiel, d'une preuve irréfutable. « Je sais que tu m'as montré un document, mais je veux le faire moi-même, devant témoins. Pas pour douter de toi, mais pour mettre les choses au clair, définitivement. » Claire accepta sans hésiter. « Tu as raison. Il faut que tout soit dit. » Ils prirent rendez-vous dans une clinique privée de Lyon pour le lendemain. Le trajet jusqu'au laboratoire fut silencieux. Marc conduisait, concentré, le regard fixé sur la route. Claire observait son profil, la tension dans sa mâchoire, la crispation de ses mains sur le volant. À cet instant, elle pensa à leur mère, à ce qu'elle aurait ressenti si elle les avait vus ensemble, côte à côte, unis malgré la peur. Le test fut effectué rapidement. Quelques gouttes de sang, quelques signatures, puis le médecin leur annonça qu'il recevrait les résultats dans 1 semaine. En sortant, Marc dit simplement « 1 semaine ». 7 jours pour comprendre qui je suis vraiment. Les jours d'attente furent marqués par une atmosphère étrange, à la fois paisible et tendue. Marc se plongea dans le travail, multipliant les rendez-vous comme pour se distraire. Claire, de son côté, écrivit régulièrement à sa mère, sans lui parler du test pour ne pas raviver d'espoir prématuré. Le soir, elle relisait leurs lettres, celles qu'Hélène avait envoyées au fil des ans, pleines de tendresse et de résignation. Elle y voyait le reflet d'une femme brisée mais encore capable d'aimer. Un soir, alors qu'elle lisait dans sa chambre, Marc frappa à la porte. Il entra, hésitant, tenant une boîte dans les mains. « J'aimerais te montrer quelque chose, » dit-il. À l'intérieur de la boîte se trouvait une vieille montre au cadran fissuré qu'il posa sur la table. « C'est le seul objet qui me vient de ma mère. On me l'a donné quand j'étais petit, en me disant que c'était tout ce qu'elle m'avait laissé. J'ai toujours cru que c'était un mensonge, mais maintenant je comprends que c'est vrai. » Il releva les yeux. « Je veux que tu la gardes. » Claire refusa d'abord, bouleversée. « Non, Marc, c'est à toi. » Il insista. « Elle nous appartient. C'est le seul souvenir que nous partageons d'elle. » Cette nuit-là, Claire garda la montre sur sa table de chevet. Elle la contempla longuement avant de s'endormir. Le tic-tac régulier semblait battre au rythme de leurs 2 vies, enfin réunies. Elle rêva d'un futur apaisé, où Marc et leur mère se retrouveraient. Mais au fond d'elle, elle savait que ce chemin serait semé d'embûches. Le poids du passé ne s'efface pas en 1 semaine, ni même en 1 vie. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une forme d'espérance. La vérité, même douloureuse, avait ouvert une porte. Et à travers cette ouverture, une lumière nouvelle commençait à filtrer, timide mais réelle, éclairant le lien fragile d'un frère et d'une sœur qui apprenaient à se reconnaître. La semaine d'attente parut interminable. Chaque jour s'étirait avec une lenteur presque insupportable, et le moindre bruit dans la maison semblait amplifier l'impatience qui pesait entre eux. Marc tentait de dissimuler son trouble derrière une façade de calme apparent, mais Claire voyait bien que son esprit n'était jamais au repos. Il passait des heures dans le bureau, feuilletant de vieux dossiers, relisant ses notes, parfois se levant brusquement comme pour fuir une pensée trop insistante. Claire, quant à elle, se réfugiait dans les tâches domestiques, polissant, rangeant, nettoyant au-delà du nécessaire, comme si l'ordre matériel pouvait compenser le chaos intérieur. Leurs échanges étaient rares, mais empreints d'une tension nouvelle, celle de 2 êtres unis par un secret qu'ils n'osaient encore affronter pleinement. Le matin du 7e jour, un courrier arriva, une simple enveloppe blanche marquée du sceau du laboratoire. Claire la découvrit dans la boîte aux lettres
et resta un moment immobile, l'enveloppe serrée entre ses doigts. Elle sentit un vertige la traverser, comme si tout son corps retenait sa respiration. Marc apparut soudain derrière elle. « C'est arrivé ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Elle hocha la tête. Ils échangèrent un regard lourd de sens, puis il prit l'enveloppe sans un mot et se dirigea vers le salon. Claire le suivit, le cœur battant. Il s'assit, posa le courrier sur la table basse et resta un moment sans bouger. Ses mains tremblaient légèrement. « Tu veux que je l'ouvre » demanda-t-il enfin. Elle répondit simplement « Oui ». Il déchira le bord avec précaution, sortit la feuille pliée et la déplia lentement. Le silence fut total, seulement troublé par le crépitement discret du feu dans la cheminée. Ses yeux parcoururent les lignes, s'arrêtèrent, puis se relevèrent vers elle. Il resta un instant sans voix. Puis, d'une voix presque inaudible, il prononça « C'est vrai ». Claire sentit ses jambes se dérober. C'est écrit noir sur blanc. Nous avons le même ADN, la même mère. Un mélange d'émotions contradictoires traversa la pièce. La stupeur, la joie, la peur, le soulagement. Marc passa une main sur son visage, visiblement ébranlé. « J'ai cherché toute ma vie d'où je venais, et maintenant que je le sais, j'ai l'impression d'être à la fois complet et perdu. » Claire s'approcha de lui, posa doucement sa main sur son épaule. « Tu n'es plus seul, Marc, et elle non plus. » Il la regarda longuement, comme s'il voyait en elle une part de son passé qu'il avait toujours cherché sans le savoir. Le reste de la journée se déroula dans une étrange torpeur. Ils ne parlèrent presque pas. Marc resta enfermé dans son bureau, tandis que Claire errait dans la maison, incapable de trouver le sommeil ou le calme. La vérité, maintenant confirmée, pesait différemment. Elle n'était plus un secret ni une hypothèse, mais une réalité brute, inévitable. Marc, désormais, devait affronter non seulement le souvenir de son enfance, mais aussi la perspective de revoir la femme qu'il avait longtemps cru morte ou absente par choix. Cette idée le terrifiait autant qu'elle le fascinait. Le lendemain, Claire le trouva assis dans le jardin, seul face aux vignes, son regard perdu dans le lointain. Elle s'approcha doucement. « Tu penses à elle ?» demanda-t-elle. Il répondit sans détour. « Oui, je me demande quel visage elle a aujourd'hui, si elle pense encore à moi, si elle m'a pardonné. » Claire sentit une douleur sourde en entendant ces mots. « Ce n'est pas à elle de te pardonner, Marc. C'est toi qui dois te pardonner d'avoir cru à ce mensonge qu'on t'a imposé. Elle n'a jamais cessé de t'aimer. » Il la regarda avec une émotion contenue. « Comment le sais-tu » demanda-t-il. Elle baissa les yeux. « Parce qu'elle parle encore de toi chaque jour. Parce que même dans la douleur, elle t'a gardé vivant dans ses prières. » Ils restèrent ainsi, silencieux, écoutant le vent qui traversait les vignes. Marc finit par dire « Je veux la voir. » Claire sentit un frisson lui parcourir la peau. « Tu en es sûr ?» Il hocha la tête, décidé. « Si je fuis encore, je resterai prisonnier de ce passé. Il est temps de le regarder en face. » Elle lui promit d'écrire à leur mère pour organiser la rencontre. Les jours qui suivirent furent chargés d'émotions. Hélène répondit rapidement à la lettre de Claire. Sa réponse, écrite d'une main tremblante, exprimait une peur mêlée d'espérance. « Mon cœur n'a jamais cessé de battre pour cet enfant, mais j'ai peur de son regard, peur de ne pas être digne de lui. » Claire lut ces mots à Marc, qui resta longuement silencieux avant de dire « Elle n'a rien à craindre. Ce n'est pas moi qu'elle retrouvera, c'est son fils. » Dans les soirées suivantes, il commença à préparer le moment de la rencontre comme on prépare un voyage intérieur. Il relisait les lettres de sa mère, les objets anciens qu'il avait conservés, la montre qu'il avait confiée à Claire. Chaque détail prenait une signification nouvelle. Il passait plus de temps avec Claire, partageant avec elle des souvenirs d'enfance qu'il n'avait jamais racontés à personne. Parfois il souriait, d'autres fois son regard se voilait d'une tristesse muette. Elle comprenait qu'il mesurait peu à peu l'ampleur du manque qu'il avait porté toute sa vie. Un soir, alors que la pluie battait les fenêtres, Claire entra dans la bibliothèque où Marc travaillait. Il tenait dans ses mains la fameuse photo d'Hélène, celle qui avait tout déclenché. Il la regarda longtemps avant de parler. « C'est étrange. Toute ma vie, cette photo m'a hanté. Je la gardais sans savoir pourquoi, comme si elle était la clé d'un mystère. Et voilà qu'elle me ramène à ma vraie famille. » Claire s'assit à côté de lui. Cette photo était un appel. Elle t'attendait, Marc. Il sourit tristement. Peut-être. Et je crois que je suis enfin prête à répondre. Le lendemain, Claire appela leur mère pour convenir d'un lieu neutre où le premier contact aurait lieu. Hélène accepta de venir à Lyon malgré sa santé fragile.
Marc, en apprenant la nouvelle, se mura dans le silence pendant plusieurs heures, puis se contenta de dire « Si elle a eu le courage de venir, je dois en faire autant. » Claire vit dans ses yeux une détermination nouvelle, mêlée de peur et d'espoir. Le jour du rendez-vous approchait. La tension montait. Marc passait ses nuits éveillées, marchant dans les couloirs sombres de la maison, méditant sur ce qu'il allait dire. Claire l'entendait parfois, immobile, écouter le vent qui sifflait à travers les fenêtres, comme si le murmure du monde pouvait lui offrir les mots qu'il cherchait. Elle aussi peinait à dormir. Elle savait que cette rencontre allait tout changer, non seulement pour Marc et leur mère, mais pour elle aussi. Ce qu'ils s'apprêtaient à vivre n'était pas seulement un retour vers le passé, mais la construction d'un avenir nouveau, fondé sur la vérité retrouvée et la tendresse à reconstruire. La veille du grand jour, Claire trouva Marc dans le salon, vêtu simplement, les traits calmes, presque sereins. Il leva les yeux vers elle et dit « J'ai compris quelque chose. Ce n'est pas la vérité qui blesse, c'est le silence. Demain, il prendra fin. » Claire acquiesça, les larmes aux yeux. Elle savait qu'il avait raison. Le silence allait enfin céder la place à la parole, et cette parole, même tremblante, allait libérer 3 vies liées par le même sang et la même douleur. Le matin était d'une clarté froide lorsque Claire quitta la maison pour aller chercher sa mère à la gare de Lyon. Le vent soulevait les feuilles mortes sur le quai, et le ciel, d'un gris pâle, semblait refléter l'émotion confuse qui l'habitait. Elle serrait contre elle l'écharpe que Marc lui avait prêtée, comme un signe silencieux de soutien. Dans le train qui arrivait de Normandie, Hélène Dupont regardait défiler le paysage avec un mélange d'appréhension et d'espérance. Ses mains fines tremblaient légèrement sur son sac. Elle ne savait pas comment elle allait affronter ce moment. Revoir son fils après tant d'années était un miracle qu'elle n'avait plus osé espérer, mais c'était aussi une épreuve. L'amour qu'elle portait à cet enfant perdu n'avait jamais faibli, mais la peur du rejet pesait sur elle comme un fardeau. Lorsque le train s'arrêta, Claire aperçut sa mère à travers la vitre. Le temps semblait suspendu. Hélène descendit lentement, un léger tremblement dans les jambes, et quand elle vit sa fille, elle lui sourit faiblement. Claire l'embrassa avec une tendresse infinie. « Ça va aller, maman », murmura-t-elle. Hélène acquiesça, incapable de parler. Le trajet jusqu'à la maison se fit dans le silence. Le bruit des roues sur la route se mêlait au battement de leur cœur. Dans la voiture, Hélène regardait le paysage sans le voir. Ses pensées allaient et venaient entre le passé et le présent, entre le bébé qu'on lui avait arraché et l'homme qu'elle allait enfin retrouver. Pendant ce temps, Marc attendait à la maison. Il avait passé la nuit sans dormir. Il avait disposé quelques fleurs sur la table du salon, choisies au hasard, ne sachant pas ce qui convenait à une telle rencontre. Il avait demandé à Bernadette de prendre congé pour la journée, voulant affronter ce moment sans témoin. Lorsqu'il entendit le moteur de la voiture, il resta un instant immobile dans le hall, les poings serrés, puis alla ouvrir la porte. Claire entra la première. Derrière elle, Hélène apparut. Leurs regards se croisèrent et le monde sembla s'arrêter. Marc la reconnut immédiatement. Ce n'était plus la jeune femme de la photo, mais ses yeux, sa douceur, sa fragilité restèrent les mêmes. Hélène, elle, le contempla sans oser bouger, comme si un seul geste risquait de rompre la magie. Ce fut lui qui fit le premier pas. Il s'approcha lentement, sans un mot, et s'arrêta à quelques pas d'elle. Le silence était total, si profond qu'on aurait pu entendre leur souffle. Puis, d'une voix tremblante, Marc dit simplement « Maman ». Le mot, si longtemps retenu, brisa toutes les barrières. Hélène porta les mains à sa bouche, étouffant un sanglot. Marc s'avança encore et la prit dans ses bras. Ce contact, après tant d'années d'absence, fit jaillir des larmes silencieuses sur leur visage. Aucun d'eux ne chercha à parler. Les mots étaient inutiles, il n'y avait plus que le poids des années perdues et la chaleur d'un lien retrouvé. Claire, debout à quelques mètres, observait la scène avec une émotion qu'elle ne tenta pas de contenir. C'était pour ce moment qu'elle avait tout risqué. Ils restèrent enlacés longtemps. Quand enfin ils s'assirent, les mains toujours jointes, Marc laissa échapper un rire nerveux, presque enfantin. « J'ai tant de choses à te dire, mais je ne sais pas par où commencer. » Hélène essuya ses larmes. « Tu n'as rien à dire, mon fils. Le fait que tu sois ici me suffit. » Marc hocha la tête, puis se leva pour prendre sur le buffet la photo qui avait déclenché toute cette histoire. Il la posa devant eux. « C'est tout ce que j'avais de toi, toutes ces années. » Hélène effleura le cadre du bout des doigts. « C'est la seule photo que j'ai faite avant qu'on te prenne.
Je ne pensais pas qu'elle te reviendrait un jour. » Ils parlèrent longuement. Hélène raconta tout, l'amour interdit, la pression de la famille le maître, la séparation forcée, la lettre jamais envoyée. Chaque mot semblait à la fois la libérer et la briser. Marc écoutait sans l'interrompre, les yeux brillants de larmes. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment, puis prit une profonde inspiration. « Je ne te juge pas, maman. On t'a volé ton fils comme on m'a volé ma mère. Mais aujourd'hui, on nous rend ce qui nous appartient. » Hélène ferma les yeux, submergée par la tendresse dans sa voix. Le reste de la journée s'écoula lentement, dans une atmosphère mêlée de douceur et de gravité. Claire, en retrait, observait la transformation de Marc. Lui qui avait toujours semblé distant, fermé, paraissait soudain humain, fragile, presque apaisé. Il servit le thé lui-même, proposa à Hélène de visiter le jardin, lui montra les vignes, lui parla de ses projets. Elle écoutait, émerveillée de découvrir dans cet homme l'enfant qu'elle avait porté. De temps en temps, leurs regards se croisaient, pleins de reconnaissance muette. Le soir venu, Hélène se sentit fatiguée. Claire la conduisit à la chambre d'amis préparée à l'avance. Avant de s'endormir, Hélène lui prit la main. « Je n'aurais jamais cru voir ce jour, ma fille. Tu m'as rendue entière. » Claire sourit tristement. « C'est le destin qui a tout fait, maman. Moi, je n'ai fait que suivre ton cœur. » Dans le salon, Marc restait éveillé, pensif. Il regardait les lumières de la ville au loin. Quand Claire le rejoignit, il murmura « Je n'arrive pas à croire que tout cela soit réel. Je me sens à la fois vide et plein. » Elle s'assit à côté de lui. « C'est normal. Tu as retrouvé une partie de toi que tu ne connaissais pas. Il faut du temps pour l'accepter. » Il hocha la tête. « J'ai toujours eu peur du passé, mais maintenant je comprends qu'il n'était pas là pour me détruire, seulement pour me ramener à elle. » La nuit fut silencieuse. Le lendemain matin, Hélène se leva tôt. Elle se rendit dans le jardin, enveloppée d'un châle. Marc la rejoignit. Ils marchèrent côte à côte parmi les vignes, sans parler. Le vent faisait bruire les feuilles autour d'eux. Enfin, Hélène s'arrêta, leva les yeux vers le ciel clair. « Tu as construit quelque chose de beau ici. Je suis fier de toi. » Marc répondit doucement, « Ce que j'ai construit ne valait rien sans toi. Maintenant, je veux que cette maison soit aussi la tienne. » Quand ils rentrèrent, Claire les attendait pour le petit déjeuner. Elle vit dans leur visage une sérénité nouvelle, fragile mais sincère. Le passé, avec tout son poids de douleur, commençait enfin à se transformer en mémoire apaisée. Pour la première fois, ils formaient une famille, réunis non par le hasard mais par la vérité et le pardon. Et dans la lumière dorée du matin, la maison Lemaître semblait respirer à nouveau, libérée du silence qui l'avait longtemps habité. Le jour suivant, Lyon se para d'une lumière d'automne douce et fragile. Le ciel, d'un bleu pâle, semblait vouloir bénir ce moment qu'aucun des trois n'aurait imaginé possible quelques mois plus tôt. Claire s'était levée avant l'aube. Elle avait disposé des fleurs fraîches sur la table du jardin et préparé le thé préféré de sa mère. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Ce matin marquait le véritable commencement de leur nouvelle vie. Ce n'était plus un secret à révéler, ni une vérité à prouver. C'était le moment où le passé enfin cédait la place à la présence. Marc, de son côté, s'était habillé avec une sobriété inhabituelle. Il portait une chemise claire, sans cravate, et paraissait étrangement calme. Pourtant, ses yeux trahissaient l'inquiétude d'un homme sur le point de franchir une frontière invisible. Il tournait en rond dans la véranda, jetant de temps en temps un regard vers le jardin. Claire le rejoignit, posa doucement une main sur son bras. « Elle t'attend », murmura-t-elle. Il acquiesça sans répondre. Ses lèvres s'étaient légèrement contractées, signe d'une émotion qu'il contenait à grand-peine. Hélène, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, observait la lumière du matin filtrer à travers les rideaux. Elle semblait paisible, mais sa main tremblait légèrement sur la coudoir. Lorsqu'elle vit Marc apparaître sur le seuil du jardin, elle se redressa lentement. Leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut nécessaire. Ils se comprirent immédiatement, d'un regard où se mêlaient les années perdues, la douleur, l'amour et la reconnaissance. Marc fit les premiers pas. Chaque pas semblait peser une éternité. Hélène se leva appuyée sur la canne que Claire lui avait offerte. Elle avança à sa rencontre, son souffle court, ses yeux brillants de larmes. Quand il arriva à sa hauteur, il hésita un instant, puis, d'un geste presque timide, il ouvrit les bras. Elle s'y réfugia aussitôt. Le contact fut à la fois léger et infini.
Les larmes coulèrent sans retenue sur leur visage. Claire, debout à quelques mètres, sentit son propre cœur se défaire. Ce qu'elle voyait là dépassait les mots, dépassait même le pardon. C'était une union que le temps n'avait pas pu effacer. Ils restèrent enlacés longtemps, sans parler. Le vent soulevait doucement les feuilles autour d'eux, comme une bénédiction silencieuse. Quand enfin ils se séparèrent, Hélène prit le visage de son fils entre ses mains. « Tu es encore plus beau que dans mes souvenirs », dit-elle d'une voix tremblante. Marc, les yeux embués, répondit « Et toi, tu es exactement comme je t'ai toujours imaginé. » Elle sourit à travers ses larmes. « Mon petit garçon. » Ils s'assirent dans le jardin, tandis que Claire apportait le thé et quelques biscuits. La conversation fut d'abord hésitante. Hélène posait des questions simples, comme si elle découvrait Marc pour la première fois. Son travail, sa maison, ses goûts. Lui, de son côté, parlait avec pudeur, choisissant ses mots. Mais ses phrases se faisaient de plus en plus naturelles. Peu à peu, la distance des années s'effaçait, remplacée par une familiarité naissante. À un moment, Hélène leva les yeux vers lui. « Est-ce que tu m'en veux ?» demanda-t-elle. Marc prit un long silence avant de répondre. « J'ai cru t'en vouloir pendant longtemps, oui. Mais maintenant, je comprends que tu n'as jamais eu le choix. C'est moi qui dois te demander pardon pour avoir cru à leurs mensonges. » Elle posa une main sur la sienne. « Non, mon fils, ce n'est la faute de personne, seulement du temps. Il nous a séparés, et aujourd'hui, il nous rend l'un à l'autre. » L'après-midi avança dans une sérénité douce. Claire les observait, le cœur rempli d'une joie silencieuse. Voir sa mère et Marc côte à côte, rire doucement, échanger des souvenirs, lui donnait l'impression d'assister à un miracle. Elle mesurait l'ampleur du chemin parcouru, du choc de la découverte à ce moment de paix. Tout ce qu'elle avait fait, chaque geste, chaque mot, chaque silence, avait conduit à cette image. Vers la fin du jour, Marc proposa une promenade. Ils sortirent du jardin et se dirigèrent vers les vignes. Le soleil couchant baignait les rangées de ceps d'une lumière dorée. Hélène marchait lentement, appuyée au bras de son fils. Elle s'arrêtait parfois pour regarder le paysage, émerveillée par la beauté du domaine. « C'est ici que tu vis », dit-elle doucement. « C'est magnifique. » Marc hocha la tête. « J'ai voulu construire quelque chose de solide, de durable, peut-être pour compenser ce que je ne connaissais pas. Mais maintenant, je veux que ce lieu soit un foyer, pas seulement une entreprise. » Hélène le regarda avec tendresse. « Tu as réussi, mon fils. Ce que tu as bâti ici, c'est plus qu'une maison. C'est un héritage d'amour même si tu ne le savais pas. » Ils rentrèrent au crépuscule. Dans la maison, Claire avait allumé quelques bougies. Le dîner fut simple, presque familial. Marc servit le vin qu'il produisait lui-même, et Hélène, en le goûtant, eut un sourire ému. « Ton père aurait été fier de toi, dit-elle. » Il resta un instant pensif, puis répondit « J'aimerais croire qu'il aurait voulu nous revoir réunis. » Ce nom prononcé pour la première fois à voix haute entre eux n'avait plus la même lourdeur. Le passé s'adoucissait. Quand la soirée toucha à sa fin, Hélène demanda à Marc de lui jouer quelque chose au piano. Il hésita, puis s'assit devant l'instrument. Ses doigts glissèrent doucement sur les touches, jouant une mélodie ancienne qu'il avait apprise enfant. Claire reconnut le morceau. Leur mère le fredonnait souvent lorsqu'elle faisait la cuisine. Hélène ferma les yeux, laissant les notes la traverser. Elle murmura « C'était la berceuse que je te chantais avant qu'on te prenne. » Marc s'arrêta de jouer, les mains immobiles, bouleversées. Le silence qui suivit fut rempli d'une émotion presque sacrée. Claire comprit que ce moment scellait leur réconciliation. Ce n'était plus seulement un fils retrouvé, mais un amour retrouvé, un fil de vie renoué, malgré les années et les souffrances. Lorsque la nuit tomba, Marc accompagna sa mère jusqu'à sa chambre. Avant de fermer la porte, elle lui dit doucement « Ce soir, je dormirai en paix pour la première fois depuis plus de 30 ans. » Il lui répondit d'une voix basse « Et moi, je sais enfin d'où je viens. » Dans le couloir, Claire les observa un instant, puis s'éloigna, le cœur léger. Le silence de la maison n'était plus celui de la solitude. C'était un silence plein de présence, d'amour et de promesses. Pour la première fois, cette demeure immense respirait la vie, une vie tissée de vérité, de pardon et de tendresse retrouvée. Les jours qui suivirent la rencontre semblèrent flotter dans une lumière nouvelle. Le grand domaine de Marc, autrefois empreint d'un silence distant, s'emplissait désormais de murmures, de voix, de rires timides. La présence d'Hélène transformait tout. Même les murs, que Claire avait toujours perçus comme froids et solennels, semblaient respirer à nouveau.
Le matin, l'odeur du café chaud se mêlait à celle des fleurs du jardin, et dans la cuisine, Hélène bavardait doucement avec Bernadette, qui la traitait déjà comme une invitée d'honneur. Marc, souvent absorbé par ses affaires, passait néanmoins de plus en plus de temps à la maison. Il s'asseyait avec elle, parfois silencieux, parfois souriant, comme s'il redécouvrait la simplicité d'une vie familiale qu'il n'avait jamais connue. Pour Claire, c'était une période étrange et belle. Voir sa mère et son frère ensemble lui donnait le sentiment d'assister à une guérison. Leurs échanges étaient empreints d'une délicatesse infinie. Hélène s'adressait à Marc avec la prudence d'une mère qui redoute de brusquer un fils adulte, et Marc lui répondait avec le respect ému d'un homme qui retrouve l'enfant qu'il n'a jamais pu être. Un après-midi, alors qu'il prenait le thé dans le salon, Hélène dit à son fils « Tu as eu une vie que je n'ai pas connue, mais je sens que tu n'as jamais oublié d'où tu venais. » Marc lui répondit « Je ne le savais pas, mais j'ai toujours cherché quelque chose, sans pouvoir nommer quoi. Maintenant, je comprends. » Ces mots, simples, avaient la force de tout résumer. Cependant, le bonheur restait fragile. Hélène, affaiblie par la maladie, se fatiguait vite. Certains jours, elle restait alitée, le souffle court. Marc s'inquiétait pour elle. Il consulta des médecins, fit venir un spécialiste de Lyon et proposa de la faire suivre dans une clinique privée où elle pourrait bénéficier des meilleurs soins. Hélène refusa d'abord, prétextant qu'elle ne voulait pas être un poids. Mais Marc insista. « Tu as assez porté seul le poids du passé. Laisse-moi t'aider maintenant. » Devant cette douceur obstinée, elle finit par accepter. La clinique se trouvait à quelques kilomètres du domaine, dans une ancienne bâtisse entourée de jardins. Claire accompagna sa mère lors de son installation. Marc, très impliqué, visita les lieux avec la précision d'un homme qui veut tout contrôler, mais on sentait que c'était sa façon d'exprimer son affection. Il avait fait préparer une chambre lumineuse, avec une grande fenêtre donnant sur les collines. Sur la table, il avait fait placer un vase rempli de roses blanches. Hélène, en entrant, ne put retenir ses larmes. « C'est trop, mon fils. » Il répondit doucement. « Ce n'est que le début. » Chaque jour, il venait lui rendre visite, apportant des livres, des fleurs ou simplement sa présence. Parfois, il lui parlait de son travail, des vignes, de ses projets pour le domaine. Elle l'écoutait avec fierté. Parfois, c'était elle qui parlait du passé, de son enfance en Normandie, des étés passés au bord de la mer. Ces conversations d'une simplicité désarmante comblèrent peu à peu les décennies de silence. Claire assistait souvent à ces échanges, émue de les voir tisser ce lien fragile mais sincère. En parallèle, Marc entreprit de grands changements dans sa vie. Il prit la décision de réorganiser une partie de ses affaires pour se consacrer davantage à l'essentiel. Il proposa à Claire de poursuivre ses études à Lyon, dans une école de gestion viticole. « Tu as l'œil et tu as du cœur. Tu pourrais apporter quelque chose à ce domaine, quelque chose que moi je n'ai jamais su y mettre. » Elle hésita, touchée, mais intimidée. Finalement, elle accepta, comprenant que cette proposition n'était pas un simple geste de générosité, mais une façon pour Marc d'ouvrir la porte à un futur partagé. Les semaines passèrent ainsi, rythmées par les visites à la clinique, les études de Claire et les dîners tranquilles dans le grand salon. L'atmosphère avait changé. Le passé, sans disparaître, semblait enfin trouver sa place, comme une ombre apprivoisée. Marc, autrefois distant, se surprenait parfois à rire. Bernadette, qui observait tout cela avec tendresse, déclara un soir « Monsieur le maître, votre maison n'a jamais été aussi vivante. » Il lui répondit avec un sourire sincère « Ce n'est plus seulement ma maison, c'est la leur aussi. » Pour Hélène, ces jours de paix étaient un cadeau. Sa santé, bien que fragile, se stabilisait. Les médecins parlaient d'un mieux, d'une force intérieure qu'ils ne s'expliquaient pas. Elle disait simplement « C'est parce que je suis enfin complète. » Les moments qu'elle passait avec ses enfants devinrent ses plus précieux trésors. Un soir, elle fit venir Marc et Claire dans sa chambre et leur dit « Ce que la vie nous a pris, elle nous le rend aujourd'hui. Promettez-moi de ne jamais laisser le silence revenir entre vous. » Ils promirent, les larmes aux yeux. Marc tint parole. Il multiplia les gestes d'attention. Il engagea des artisans pour rénover une partie du domaine qu'il avait toujours gardée fermée. L'aile nord, celle qu'il considérait autrefois comme un lieu de solitude. Il confia à Claire son intention d'en faire une bibliothèque et un espace de mémoire. « J'aimerais y rassembler tout ce qui nous unit, les photos, les lettres, les objets du passé. Que cette maison raconte notre histoire.
Claire l'aida à trier les souvenirs. Ensemble, ils classèrent les lettres d'Hélène, les vieilles photographies, les documents retrouvés. Chaque objet semblait retrouver une signification nouvelle. Lorsque la bibliothèque fut terminée, Hélène y entra pour la première fois, appuyée sur le bras de Marc. Elle regarda autour d'elle, émue, et dit simplement « C'est ici que je veux que tout continue ». Marc lui promit que ce lieu resterait toujours un refuge pour eux trois. Ainsi, peu à peu, la douleur laissa place à la sérénité. Le passé, au lieu d'être une blessure, devenait un socle sur lequel ils pouvaient bâtir un présent solide. Claire poursuivait ses études avec ardeur, Marc retrouvait le goût du partage, et Hélène, malgré sa fragilité, vivait chaque jour avec la gratitude de ceux qui ont vu renaître ce qu'ils croyaient perdu. Le soir, lorsqu'ils se retrouvaient tous les trois autour d'un repas, la conversation s'animait. Ils parlaient du futur, de projets à venir, de vendanges, de voyages. Parfois, un silence doux venait s'installer, non plus pesant, mais plein de paix. Et dans ces moments-là, Claire comprenait que, pour la première fois depuis longtemps, le passé n'avait plus d'emprise sur eux. Il avait enfin cédé la place au présent. Les mois qui suivirent s'écoulèrent dans une harmonie que personne n'aurait pu imaginer quelque temps plus tôt. L'hiver s'était retiré doucement, et le domaine Lemaître s'était couvert de bourgeons verts, annonçant la renaissance du printemps. Pour Marc, chaque aube semblait désormais différente. Les journées ne s'ouvraient plus sur le vide ordonné d'un quotidien figé, mais sur une succession de gestes empreints de sens. Il commençait toujours par rendre visite à sa mère à la clinique. Il s'asseyait près d'elle, lisait le journal, lui parlait des vignes, de Claire, du monde extérieur. Hélène l'écoutait avec ce regard attentif qu'ont les mères qui redécouvrent la présence d'un enfant qu'elles ont perdu. Parfois, elle fermait les yeux, non pour dormir, mais pour savourer le simple son de sa voix. La santé d'Hélène se stabilisa et son visage reprit peu à peu des couleurs. Les médecins parlèrent de progrès inattendus. « Ce n'est pas la médecine », disait-elle en souriant à Claire, « c'est l'amour retrouvé. » Marc, qui assistait à ces progrès, ressentait une fierté mêlée d'humilité. Cet amour simple et silencieux lui avait appris plus sur la vie que tous les contrats et toutes les affaires qu'il avait signés. Il avait compris que la richesse n'avait de valeur que si elle pouvait réparer ce que le temps avait détruit. Sous l'impulsion de cette idée, il prit une décision qui allait changer durablement le visage du domaine. Il transforma l'aile nord, longtemps fermée et silencieuse, en une bibliothèque lumineuse dédiée à la mémoire d'Hélène. Ce lieu qui autrefois symbolisait l'absence devint un sanctuaire de souvenirs et de paix. Sur les murs, il fit accrocher des photographies anciennes, des lettres, des objets familiers. Chaque détail avait été choisi avec soin. Au centre, sur un socle de bois clair, il plaça la fameuse photo d'Hélène jeune, celle qui avait déclenché toute cette histoire. Mais cette fois, elle ne portait plus le poids du secret. Elle rayonnait, entourée de la vie qu'elle avait engendrée. Hélène visita la bibliothèque le jour de son inauguration. Elle entra lentement, accompagnée de Marc et de Claire. Son regard parcourut les étagères, les cadres, les lettres encadrées, et s'arrêta sur la photo. Ses yeux s'embuèrent. « Tu as fait de la douleur un lieu de beauté, mon fils, » murmura-t-elle. Marc répondit doucement. « Non, c'est toi qui m'as appris à transformer la perte en lumière. » Claire les regardait, émue. Ce moment marquait pour elle la fin d'un long voyage et le début d'un autre. Elle-même avait beaucoup changé. Sous la guidance de son frère, elle suivait des cours à l'université et travaillait à mi-temps sur le domaine. Elle apprenait la gestion, mais aussi les subtilités du vin, les cycles des saisons, la patience nécessaire à la culture. Marc, souvent à ses côtés, lui montrait comment reconnaître les cépages, comment sentir la terre, comment écouter le vent dans les feuilles, pour savoir si la pluie approchait. Ces moments partagés avaient créé entre eux une complicité naturelle, faite de respect et de tendresse fraternelle. Un jour, en observant Claire expliquer à de jeunes apprentis les bases de la vinification, Marc sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, la fierté d'un frère. Il la regardait avec la conscience que tout ce qu'il avait bâti prenait enfin sens. Ce domaine, autrefois symbole d'isolement, devenait un lieu d'accueil, de transmission, de vie. À l'initiative de Claire, ils créèrent un programme de formation pour les jeunes issus de milieux modestes, afin de leur offrir la chance d'apprendre un métier et de construire leur avenir. Marc valida immédiatement l'idée. Ce que nous avons retrouvé, d'autres le cherchent encore. Donnons-leur cette possibilité. Ainsi naquit la Fondation Hélène Dupont, en hommage à leur mère et à son courage.
L'inauguration réunit les habitants du village, des étudiants, des familles. Hélène, trop fragile pour y assister longtemps, apparut brièvement, accueillie par une ovation discrète. Elle souriait, les yeux brillants, tenant la main de Marc d'un côté et celle de Claire de l'autre. Ce fut un moment suspendu, presque irréel, où passé, présent et futur semblaient se confondre dans un même souffle. Avec le temps, le quotidien trouva un nouvel équilibre. Hélène continuait à vivre à la clinique, mais elle passait plusieurs jours par semaine au domaine. On l'installait souvent dans la véranda, où elle aimait regarder le soleil descendre derrière les collines. Claire venait lui lire ses cours, et Marc, lorsqu'il n'était pas en déplacement, venait s'asseoir près d'elle. Leur conversation était simple, mais profonde. Hélène disait parfois « La vie ne m'a pas donné la facilité, mais elle m'a offert une seconde chance. Et cela vaut plus que tout. » Un soir d'été, alors qu'ils dînaient sur la terrasse, Hélène leva son verre et dit « Je vous regarde, et je me dis que le passé n'a pas gagné. Vous avez fait de la douleur un avenir. » Marc lui prit la main. « C'est toi qui nous as appris à aimer malgré tout. » Claire ajouta, la voix tremblante. « Nous avons tous trois survécu au silence. Maintenant, nous vivons dans la vérité. » Le vent soufflait doucement, portant avec lui l'odeur des vignes et le chant lointain des grillons. La maison baignait dans une chaleur paisible. Marc observa le visage de sa mère, apaisé, et celui de sa sœur, rayonnant de jeunesse et de détermination. Il se dit que le temps avait enfin trouvé son ordre. Les blessures n'étaient pas effacées, mais elles étaient devenues des cicatrices belles, presque lumineuses. À l'automne, Claire obtint son diplôme avec mention. Marc, fier, organisa une petite cérémonie dans la bibliothèque du domaine. Il invita quelques amis, les employés et même les étudiants de la fondation. Hélène, bien que fatiguée, insista pour être présente. Lorsqu'elle vit Claire recevoir son certificat, elle murmura à Marc « Regarde-la, elle a tout ce que nous n'avons pas eu, la liberté, la paix et la confiance. » Marc répondit « Grâce à toi, maman. » Ce soir-là, après la fête, Claire resta un moment seule dans la bibliothèque. Elle regarda la photo d'Hélène et celle de Marc enfant, placées côte à côte. La lumière des bougies vacillait doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Elle sourit en pensant à tout ce qu'ils avaient traversé. Ce lieu, autrefois symbole de mystère et de douleur, était devenu le cœur vivant de leur histoire. Elle comprit alors que ce nouveau commencement n'était pas seulement celui d'une famille retrouvée, mais celui d'une lignée réconciliée avec elle-même. En quittant la pièce, elle éteignit les bougies une à une, laissant la dernière brûler encore un instant. Dans la flamme tremblante, elle crut voir le reflet du passé s'éteindre doucement, tandis que la lumière du présent continuait, chaude et claire, comme une promesse tenue. Le printemps suivant arriva avec une douceur inattendue. Les collines de la région lyonnaise s'étaient couvertes d'un vert tendre, et les vignes du domaine Lemaître promettaient une récolte exceptionnelle. Le soleil se levait chaque matin sur une maison qui, autrefois silencieuse, résonnait désormais de voix, de pas et de vie. Marc, Claire et Hélène formaient une véritable famille, unie non par les convenances ou le hasard, mais par une vérité reconquise. Ce dimanche-là, ils avaient prévu de déjeuner ensemble sur la terrasse principale, celle qui donnait sur les rangées infinies de ceps. Claire s'était levée tôt pour préparer le repas, aidée de Bernadette, qui s'était prise d'affection pour cette jeune femme qu'elle avait vue arriver timidement des mois auparavant et qui était désormais la maîtresse discrète des lieux. Hélène, bien que plus fragile, tenait à participer. Elle s'était levée avec l'aide de son fils et avait choisi elle-même la robe qu'elle voulait porter, d'un bleu pâle qui faisait ressortir la clarté de ses yeux. Marc, attentif, l'accompagnait pas à pas jusqu'à la terrasse. Lorsqu'ils sortirent, un vent léger souleva les rideaux blancs, et l'air sentait le pain chaud et les fleurs de lavande. Claire disposa les assiettes, veillant à chaque détail. Hélène s'assit face au paysage, les mains croisées sur ses genoux. Elle resta un instant silencieuse, comme si elle voulait graver cette image dans sa mémoire. Son fils à sa droite, sa fille à sa gauche, la lumière du jour enveloppant leur visage. Le repas se déroula dans une sérénité rare. Marc parlait de la prochaine vendange, des projets pour la fondation, des jeunes apprentis qui montraient un enthousiasme prometteur. Claire racontait ses premiers pas dans la gestion du domaine, les chiffres, les formations, les nouveaux partenariats qu'elle voulait développer. Hélène écoutait, les yeux brillants, savourant le son de leur voix. « Vous êtes ma plus belle œuvre », dit-elle soudain.
Marc et Claire échangèrent un regard ému. Marc répondit doucement. « Non, maman, c'est toi notre œuvre. C'est toi qui nous as appris à tenir debout malgré la tempête. » Ils restèrent un long moment à discuter, laissant le temps s'étirer avec la lenteur des dimanches heureux. Par moments, le vent faisait danser les feuilles des arbres et les rayons du soleil jouaient sur la nappe blanche. À un moment, Hélène demanda à Claire d'aller chercher quelque chose dans la bibliothèque. Claire revint quelques minutes plus tard avec un cadre qu'elle posa au centre de la table. C'était la photographie à l'origine de toute leur histoire. Hélène, jeune, souriante, tenant dans ses bras un bébé emmailloté. Le cadre avait été nettoyé et poli. Marc l'avait fait restaurer pour qu'il retrouve son éclat d'autrefois. Hélène caressa du bout des doigts le verre du cadre. « C'est drôle, » dit-elle avec un sourire paisible. « Cette photo m'a fait pleurer pendant des années. Aujourd'hui, elle me fait sourire. » Claire répondit, « Parce qu'elle ne parle plus de perte mais de retrouvailles. » Marc ajouta, « Et parce qu'elle ne représente plus seulement un souvenir, mais une promesse tenue. » Ils se regardèrent en silence, conscients que tout ce qu'ils avaient vécu, toutes les épreuves, les séparations, les révélations, les avaient menés jusqu'à cet instant précis, simple et complet. L'après-midi s'écoula dans une tranquillité presque irréelle. Après le déjeuner, Hélène demanda à faire un tour dans le jardin. Marc lui prit le bras, Claire marcha à côté d'eux. Ils avançaient lentement sur les allées bordées de rosiers. Hélène respirait profondément l'air du printemps, comme si elle voulait s'en imprégner. À un moment, elle s'arrêta devant la bibliothèque dont les grandes fenêtres reflétaient le ciel clair. « Vous avez fait de cette maison un lieu d'amour, » murmura-t-elle. « Quand je pense à tout ce que j'ai cru perdu... » Marc lui coupa doucement la parole. « Rien n'est jamais vraiment perdu, maman. Parfois, il faut seulement attendre que la vie nous le rende. » Ils s'assirent sur un banc, observant au loin les collines et les rangées de vignes qui ondulaient sous la brise. Claire posa sa tête sur l'épaule de sa mère, tandis que Marc restait silencieux, les yeux tournés vers l'horizon. Dans ce moment suspendu, il sentit une paix profonde, une paix qu'il n'avait jamais connue. La douleur du passé s'était transformée en force, et le vide qu'il portait en lui depuis l'enfance s'était enfin comblé. En fin d'après-midi, les premiers invités arrivèrent pour un dîner plus tardif. Quelques amis proches, des membres du personnel, des étudiants de la fondation. Le domaine s'anima de rires, de conversations, de musique douce. Hélène, bien que fatiguée, insista pour rester à table. Marc lui versa un verre de vin et elle le leva en souriant. « À la vie », dit-elle simplement. Claire et Marc répétèrent en chœur « À la vie ». Lorsque la nuit tomba, la terrasse s'éclaira de lanternes suspendues. Le ciel, parsemé d'étoiles, se reflétait dans les verres encore à moitié remplis. Marc observa sa mère et sa sœur rire ensemble et son cœur se serra d'une gratitude immense. Ce qu'il voyait là dépassait toutes les réussites qu'il avait connues. Cette maison, autrefois prison du silence, était devenue un refuge de lumière. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités, ils restèrent tous les trois quelques instants dehors. Le vent était tombé, et la nuit avait cette douceur qui précède le sommeil paisible. Hélène, un peu fatiguée, regardait les étoiles. « Je n'ai plus peur du temps, » dit-elle d'une voix calme. « Il m'a tout pris, mais il m'a tout rendu aussi. » Marc lui serra la main. Claire posa la sienne sur leurs doigts entrelacés. Aucun mot ne fut ajouté. Lorsque Hélène se retira dans sa chambre, Marc et Claire restèrent encore un moment sur la terrasse. « Elle est heureuse, » dit Claire doucement. « Oui, » répondit Marc, « et pour la première fois, moi aussi. » Ils restèrent à contempler la nuit, chacun plongé dans ses pensées. La lune éclairait doucement les vignes, et le domaine semblait respirer au rythme de leur sérénité retrouvée. Ce soir-là, la photo d'Hélène, désormais accrochée dans le grand salon, brillait sous la lumière des lampes. Elle n'était plus un secret ni un vestige, mais un symbole. Le symbole d'une famille reconstruite, d'un amour que ni le temps ni la distance n'avaient pu détruire. Claire sourit en la regardant une dernière fois avant d'éteindre les lumières. Elle savait que désormais, cette maison, autrefois étrangère, était devenue son foyer. Un lieu où les blessures s'étaient transformées en mémoire, et la mémoire en paix. Et tandis que la nuit enveloppait doucement la demeure, les murs, témoins du passé, semblaient eux aussi apaisés. Le silence, cette fois, n'était plus celui de la solitude, mais celui du bonheur tranquille d'une famille enfin réunie.